et on est parti pour le point actu hardware du jour. Aujourd'hui, mardi 22 juin 2021. Au programme, on commencera avec un anniversaire d'une console qui a marqué toute une génération, la Game Boy Advance, et c'est les 20 ans aujourd'hui, jour pour jour, de la sortie de la Game Boy Advance en Europe. Pour l'occasion, j'ai ressorti bien évidemment mon exemplaire à moi, qui m'a fait vibrer étant jeune. Ensuite, on aura un petit point sur les ventes de jeux vidéo suivant les plateformes Steam et console. Toujours très intéressant comme statistique, surtout encore plus juste après un E3. On voit vite si l'E3 a fait changer les tendances ou pas. On aura ensuite quelques infos insolites, un tapis intelligent de la part du MIT et, et des problèmes de Wi-Fi sur les iPhones, des problèmes, des bugs, gros bugs problématiques quand même. On parlera ensuite de Global Foundries, qui est le deuxième plus gros fondeur au monde fondeur indépendant au monde après TSMC, qui a décidé de construire une nouvelle usine en Asie, sachant que c'est une entreprise américaine à la base. Assez intéressant comme idée là, ce que fait Global Foundries, on va en parler rapidement, mais c'est vrai que c'est un peu à contre-courant de ce qui est fait par la concurrence, mais il y a de l'idée. On parlera aussi de l'euro numérique, après avoir vu que la Chine faisait dégager le minage de Bitcoin de son territoire pour ensuite dévoiler sa propre monnaie numérique. Il semblerait que l'Europe aussi soit sur ce move-là, avec du coup une monnaie qui a l'air plus ou moins anonyme et aussi plafonnée. Ça paraît un peu étrange ces histoires, mais visiblement tout le monde a envie de s'engouffrer dans la faille des monnaies numériques, même les États et groupements d'États. On passera ensuite un peu plus à du hardware, avec d'abord un SSD externe d'une capacité faramineuse de 16 Tera. Oui, vous entendez bien, 16 Tera, avec la possibilité d'avoir un débit jusqu'à 2,7 gigasecondes sur ce périphérique externe. C'est assez incroyable. En termes de prix, on est à la hauteur des performances. On aura un boîtier Sharkoon, qui n'est pas dans la base dans les habitudes de ce que nous présente Sharkoon. On est sur un boîtier plutôt orienté haut de gamme, avec un prix correct. Rassurez-vous, on est loin des prix de, par exemple, le Odyssey X de Lianli qu'on a présenté hier. Sur quelque chose de quand même bien plus abordable, mais quand même un segment haut de gamme qui n'est pas spécialement les habitudes de Sharkoon. Un autre bon plan, un écran gaming, et là pour le coup on est sur du gaming compétitif, où on va aller chercher le maximum de performance, une fluidité incomparable et une latence minimale. Pour un prix correct, on est chez Acer sur la gamme Predator. Alors par contre, il y a des petites douilles dans cette histoire tout de même, malheureusement. J'étais très surpris. Très bon prix affiché, mais la disponibilité c'est un peu plus compliqué. On aura ensuite un très bon article qui nous fait un petit top des processeurs cette année, donc les derniers, en incorporant les dernières générations de sortie. Et c'est assez intéressant de voir ce qui a été choisi sur ce top. On sera chez Frandroid, donc c'est Frandroid qui a choisi. Et en vrai, je suis plutôt d'accord avec eux pour la plupart des choix. C'est assez intéressant, comme quoi j'ai des idées qui ne sont pas si mauvaises. On posera rapidement les yeux sur une beauté, un mode juste magnifique, hein, vraiment une œuvre d'art, avant de s'attaquer aux cartes graphiques, où bien sûr on commencera par le FSR, mais aussi un petit peu de DLSS. Nvidia a décidé de communiquer en même temps que la sortie du FSR, c'est assez marrant. Et on finira bien sûr avec les prix et les stocks des cartes graphiques, avec, encore une fois, pas mal de références disponibles. Alors,
Encore une fois, pas trop dans les prix accessibles et dans l'entrée de gamme, mais tout de même pas mal de références, des prix qui ont quand même une légère tendance à la baisse, après pas sur tous les modèles malheureusement, mais il y a quand même, on voit déjà du mieux dans les rayons des cartes graphiques, et ça me fait vraiment très plaisir. Ça faisait bien trop longtemps que les prix augmentaient, et du coup on était méga triste. Et chez les bots. Voilà. Allez, on commence avec un anniversaire incroyable, la Game Boy Advance, et comme je vous l'ai montré, moi aussi je l'ai, incroyable, c'est ma première console portable. Je n'ai pas eu la chance d'avoir la Game Boy ni Game Boy standard, donc en noir et blanc, ni Game Boy Color, malheureusement, mais j'ai eu cette Game Boy Advance, une vraie révolution. En vrai, non, pas tant que ça. Pas tant que ça une révolution de cette console qui est quand même... alors si vous voulez, on peut comparer, j'ai un téléphone dans cette main-là, un iPhone 7, qui fait du coup à peu près la même hauteur, oui si je colle, à peu près la même hauteur, par contre en termes d'épaisseur, on est sur quelque chose qui n'a rien à voir, hein, bien sûr. Voilà, ça fait à peu près 3 iPhones d'épaisseur, sans compter que bien sûr, à l'époque, on avait des piles incroyables. Vous voyez, oula, un peu dur de centrer. L'emplacement pour les piles avec le cache-pile que j'ai encore, cache-pile d'origine, hein, brandé Game Boy, j'imagine que ça se voit pas, mais c'est le cache-pile d'origine et la première version des Game Boy Advance en Europe. Vraiment, vraiment un pur plaisir, hein, cette console. Moi, je vous avoue, un peu été élevé en termes de jeux vidéo par Nintendo, hein, même si ma première console a été une PlayStation, la PlayStation 1. J'ai ensuite vite eu la chance d'acquérir les consoles portables de Nintendo, Game Boy Advance, Nintendo DS et aussi la superbe GameCube qui est derrière là, derrière moi, là il y a une GameCube. Donc voilà, hein, c'est toute mon enfance, 20 ans aujourd'hui, jour pour jour, sorti le 22 juin 2001, que de bons souvenirs sur cette Game Boy, où à l'époque on n'avait bien sûr pas d'écran rétro-éclairé, donc dans le noir c'était la galère, il fallait bien sûr un accessoire qui mettait une petite lampe sur votre écran. Quand vous jouiez au soleil, c'était aussi la vraie galère parce que du coup, vu que pas de rétroéclairage, et bah impossible de jouer avec le soleil qui, euh, qui éclaire bien trop votre écran. Et le dernier point, les piles, bien sûr les piles qui ont été remplacées par les plus chanceux d'entre nous par des espèces de batteries avant l'heure, batteries qui reprenaient le format des piles, hein, bien sûr. Donc, donc voilà, ça me fait vraiment très plaisir de fêter cet anniversaire, cette Game Boy Advance qui m'a vraiment fait passer des bons moments, et j'imagine que je ne suis pas le seul. C'est quand même, voilà, une des consoles iconiques de ma génération, la Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Advance SP. C'est quand même la jeunesse pour ma génération des consoles portables, et encore et toujours des très bons souvenirs et une très belle expérience. Même si je vous avoue que, voilà, je l'ai toujours, je l'ai toujours, mais je m'en sers plus. Vous avez vu, il n'y a pas de pile. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu moins ça, hein, clairement, vu ce qu'on a d'accessible sur nos téléphones à l'heure actuelle. Effectivement, la Game Boy, tout ça, mais on a quand même la croix directionnelle et des vraies touches, et ça, c'est incomparable. Donc voilà, ça me faisait plaisir, ça c'est juste pour mon bonheur. On continue avec les ventes de jeux vidéo. Après m'être fait plaisir, on va regarder ce qui fait plaisir aux gens. On commence par Steam avec la comparaison de du coup la semaine dernière et de la semaine d'avant. Ah oui, on fait des stats sur les semaines passées, hein, forcément. Donc on a ici Dead by Daylight, Resident Evil Chapter qui passe numéro 1, suivi de Guilty Gear Strive qui voilà, chute d'une place, reste numéro 2, on est plutôt bien. Et sinon, qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a Naraka Blade Point
je ne connais pas du tout. On a Wilder Myth, pareil, connais pas trop. On a le Battlefield 2042 qui est encore et toujours dans le top 10, donc les gens l'attendent avec impatience. On a Guilty Gear, on a Sea of Thieves qui du coup j'imagine bénéficie de l'engouement pour l'ajout de contenu en lien avec Pirates des Caraïbes, j'imagine. Et on a encore et toujours CSGO grâce aux microtransactions incroyables. Vive les microtransactions, c'est faux. Mais pour les développeurs de jeux en général, c'est un bon business. On continue avec les chiffres du CEL, le CEL qui est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. En gros, le syndicat des studios de jeux. En gros, pour faire simple, mais en vrai pas que. On a du coup un top PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. On voit ici que sur PC, on a Microsoft Flight Simulator qui est grand numéro 1, assez étonnant, suivi des Sims 4 et de Football Manager 2021. C'est étonnant comme top, mais pourquoi pas. Sur PS5, on a bien sûr le nouveau Ratchet & Clank Rift Apart qui trust la première place. Pas étonnant, hein, c'est le jeu qui a fait beaucoup de bruit depuis sa sortie, qui est vraiment plébiscité. Suivi de Final Fantasy 7 Remake, j'ai un bug sur les chiffres romains, et de Returnal, le troisième. Sur Xbox Series, Resident Evil Village, Assassin's Creed Valhalla et Chivalry 2. Ok. Donc pas de gros changements. On voit, on compare à la semaine précédente, à part sur la PS5 avec forcément Ratchet & Clank qui arrive et qui fait grand bruit. Sinon pas de grands nouveaux. Le 3 n'a pas encore impacté visiblement le marché des consoles et peut-être un petit peu le marché des PC avec Microsoft Flight Simulator, mais pas tant que ça non plus. On attend encore des sorties pour voir si ça bouge. Mais notamment Battlefield qui devrait venir truster des places hautes dans les classements de top des ventes, à mon avis, vu l'intérêt des gens pour ce titre. On continue avec un peu d'insolite. Tout d'abord, le MIT qui décide de fabriquer un tapis intelligent pour surveiller les personnes sans caméra. Un genre d'outil de surveillance beaucoup moins intrusif que peut l'être une caméra. Alors, on n'est pas sur de l'espionnage, clairement, qu'on se mette d'accord. On est là plus pour avoir un suivi intelligent des personnes qui peuvent être sensibles ou fragiles. Par exemple, les personnes âgées qui peuvent chuter à leur domicile. Voilà, et ça peut être dramatique forcément. D'un autre côté, évidemment, tout le monde n'a pas envie d'avoir une caméra chez lui en permanence qui du coup enregistre des vidéos, des images d'eux à n'importe quel moment, ou aussi potentiellement les problèmes de sécurité et avoir des intrusions sur les systèmes de surveillance. Le MIT a décidé de prendre une approche un peu différente et d'utiliser un tapis, le Magic Carpet du MIT, incroyable. Le but est de, grâce à des capteurs et de l'intelligence artificielle, analyser les mouvements et les actions des gens qui passent sur ce tapis pour savoir en permanence voilà ce qu'ils font. J'avoue que l'idée de base, le principe de base d'avoir des outils de surveillance, monitoring pour les gens qui en ont besoin, on n'est pas dans l'espionnage, qui sont moins intrusifs que des caméras, c'est très intéressant. Après, le tapis, je sais pas. Le problème, c'est qu'on n'a pas un tapis sur tout le revêtement, sur tout le sol de notre habitation. Donc forcément, si on n'est pas sur le tapis, comment il fait pour détecter? Je ne sais pas. Mais je trouve l'idée de base intéressante parce que effectivement, une caméra, c'est quand même très intrusif.
si quelque chose pouvait le faire d'une façon bien plus soft, on pourrait rendre le même service d'une manière moins intrusive, ça serait intéressant. Après le tapis, le tapis, je sais pas. Je préfère les tapis de souris perso, mais bon. On verra si un jour ça sort, mais c'est quand même intéressant. Autre info un peu insolite, un bug sur les iPhones avec un nom de réseau spécifique qui fait planter le système Wi-Fi de votre iPhone. Mais quand on vous dit qu'il le fait planter, il le fait totalement planter. Même reboot, votre appareil ne réactivera pas le réseau Wi-Fi. En gros, on a un petit tweet ici qui nous dit, voilà, après avoir rejoint un réseau Wi-Fi avec ce nom-là, donc vous voyez un nom quand même très particulier. Oula, non, je ne voulais pas forcément ouvrir le tweet. Il explique que son iPhone a désactivé la fonction Wi-Fi et qu'il ne peut pas la réactiver, même en redémarrant son téléphone ou en changeant le nom du réseau. Il s'avère que pour corriger ce problème, il suffit en fait de remettre à zéro vos réglages réseau, si je ne me trompe pas, et ça remet tout en fonctionnement. Mais voilà, visiblement, un petit problème qui devrait être corrigé, bien sûr, avec un nom de réseau particulier. Ça fait planter les iPhones. Faites attention si vous vous baladez dans des endroits densément peuplés et que votre téléphone est en mode je me connecte dès qu'un réseau est disponible. Ça peut vous arriver. Si ça vous arrive, il vous suffit de remettre à zéro vos réglages réseau. Mais c'est quand même embêtant. Ça devrait être corrigé dans une prochaine mise à jour. Quand même c'est assez fou, hein, les gens qui trouvent ce genre de truc. C'est quand même, faut avoir du courage et de la patience, et de la passion aussi, pour aller chercher ce genre de petits bugs. Vous imaginez bien que si c'est arrivé à quelqu'un, c'est que quelqu'un a trouvé le bug et l'a mis en place quelque part où les gens pourraient se faire avoir. Donc voilà, hein, les petits bugs classiques qui peuvent poser des problèmes. Heureusement, on peut régler les problèmes. On continue avec des puces. C'est GlobalFoundries qui nous annonce ouvrir une nouvelle usine à Singapour. Alors, GlobalFoundries, c'est pas n'importe qui, deuxième plus grand fondeur indépendant derrière TSMC, c'est-à-dire qu'ils font juste le process de fabrication et ils font pas les designs, ils font juste la production. Et ils décident de s'implanter de manière assez massive à Singapour, donc en Asie, à savoir que c'est quand même une entreprise américaine qui est majoritairement présente sur le sol américain et en Amérique. C'est un choix assez audacieux et assez étonnant, sachant que si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que la majorité quand même de la production se situe en Asie, hein. La production de puces électroniques. Donc c'est assez marrant que des Américains décident d'aller s'implanter en Asie, qui est la région la plus productrice à l'heure actuelle. Assez marrant. Deuxième point intéressant, contrairement à d'autres grands acteurs du milieu, eux décident de créer une nouvelle usine, c'est pas les seuls, mais par contre de créer une nouvelle usine en allant chercher de la production de composants qui ne sont pas du tout dernière génération. On nous explique qu'ils vont chercher des wafers de 55 à 40 nanomètres, à savoir qu'aujourd'hui TSMC fait par exemple du 5, pas 55, 5 nanomètres par exemple pour Apple. On est sur quelque chose qui n'a rien à voir avec les composants dernière génération, mais on est aussi sur un secteur qui est en demande constante et beaucoup de gens sont intéressés par ces composants, notamment l'industrie automobile par exemple, mais pas que, en vrai. On a aussi les réseaux de télécommunications avec l'essor de la 5G qui va aussi être consommateur de composants électroniques.
Mais même les cartes graphiques et voilà, les cartes mères, tout ça, consomment aussi des composants électroniques qui ne sont pas forcément dernière génération, comme des trucs de gestion de puissance, contrôleurs d'alimentation, plein de trucs un peu plus basiques et qui n'ont pas besoin d'aller chercher des puces gravées en 7, 10 ou 14 nanomètres. Donc ça intéresse beaucoup de gens. Ils prévoient de produire énormément. On parle ici de 450 000 wafers par an, donc environ 37 500 wafers par mois. Pour voilà, alléger un peu la tension sur les demandes sur les différents composants qui à l'heure actuelle est un vrai problème. Beaucoup de secteurs se plaignent de ces problèmes d'approvisionnement dans différents composants, différents matériels qui servent un peu à tout le monde, que ça soit les voitures où aujourd'hui dans nos voitures on a toujours plus d'électronique que jamais, ou dans les PC où bah là c'est de l'électronique, mais aussi voilà, les télécommunications, tout ça. On est à une époque où tout le monde veut installer la 5G dans son pays, en tout cas dans les pays qui l'ont pas, qui s'y sont pas déjà mis, notamment la France. Et il faut aussi beaucoup de matériel électronique pour ça. Donc, croyez-moi, ça peut être que gagnant en fait à partir du moment où ils ont les moyens d'investir et qu'ils font leur usine. Ils arriveront à vendre leur wafer derrière et ils feront de l'argent, aucun problème là-dessus. En plus, en ce moment, on est quand même dans une tension incroyable sur le secteur de l'électronique. Du coup, oui, il y a de l'intérêt après à voir si d'ici à ce qu'il soit installé et prêt à produire, il y ait les mêmes tensions. On verra dans tous les cas, ça reste une bonne affaire pour GlobalFoundries qui sera du coup présent un peu plus partout et qui étendra sa capacité de production dans des composants qui sont utilisés un peu partout par un peu tout le monde, donc aucun problème. C'est assez marrant. Les Américains qui vont en Asie, les Américains Intel qui est en train de négocier ensemble avec l'Allemagne pour aussi créer une Gigafactory en Allemagne. Donc il y a une vraie volonté de s'étendre à différents territoires pour être au plus près des clients potentiels et conquérir des marchés hein, et des contrats. On continue avec de la monnaie numérique après l'article très intéressant d'hier qui nous expliquait que les Chinois continuaient de mettre à la porte les mineurs de Bitcoin, même dans des régions où l'électricité est produite de manière plus éco-responsable à base d'hydroélectrique. Mais en vrai, la Chine n'en veut toujours pas. Ils sont allés jusqu'à couper l'alimentation en électricité des sites suspectés de miner des crypto-monnaies. Et ils leur ont dit de partir. On a vu dans un deuxième temps que visiblement aussi la Chine a envie de lancer sa propre monnaie numérique pour leur territoire et pour garder la main sur l'argent utilisé sur son territoire. Visiblement, c'est pas les seuls. L'Europe aussi a l'air très intéressée par lancer une monnaie numérique. Alors après, tout ça est encore très flou et toujours en discussion. Hein. Contrairement à la Chine, il faudra que plein de gens se mettent d'accord pour qu'un jour on voit un euro numérique apparaître. Et avec des idées un peu étranges. Alors d'abord, dans un premier temps, les gens avaient parlé d'une monnaie anonyme comme peut l'être les crypto-monnaies actuelles. Visiblement, ce sera pas vraiment le cas ici, où ce sera anonyme d'un côté, mais s'il faut, les autorités compétentes auront moyen d'avoir accès aux informations, donc en vrai, pas vraiment anonyme. Ensuite, on parle d'un plafonnement à 3 000 euros. Alors là, pourquoi? Dans quel but? Quel est l'intérêt? Aucune idée. C'est vraiment le début des discussions. La Banque Centrale Européenne s'y intéresse parce que effectivement les crypto-monnaies sont vachement dans l'air du temps et créer une monnaie numérique. Attention, la crypto-monnaie n'est pas une... Enfin,
crypto-monnaie et une monnaie numérique, c'est un peu différent. Crypto-monnaie est une monnaie numérique, mais une monnaie numérique n'est pas forcément une crypto-monnaie, attention. C'est vraiment dans l'air du temps. Après, honnêtement, la plupart des États ont quand même l'air d'être vachement à la bourre sur la compréhension et sur le fonctionnement des crypto-monnaies et essayent d'établir une espèce de monnaie numérique qui reprend certains codes des crypto-monnaies, mais en gardant le moyen un peu comme la Chine, de garder la main dessus, de pouvoir encore gérer les choses. Donc ils veulent essayer de créer une alternative pour que tout le monde ne s'en aille pas vers les crypto-monnaies. Et c'est plutôt intéressant. Après, ils ont l'air un peu largués, malheureusement. Et on verra dans le futur si ça se met en place. Mais encore une fois, l'Europe, il faudra des accords entre différents partis, différents pays. C'est toujours beaucoup plus compliqué que juste un État qui décide de changer les choses, comme la Chine ou comme le Salvador a pu décider de rendre le Bitcoin monnaie légale, pouvoir payer ses impôts ou n'importe quel autre produit avec du Bitcoin sur son territoire. Plus facile à l'échelle d'un pays que d'un groupement de pays. Mais c'est intéressant que même l'Europe s'intéresse aux monnaies numériques. Tant d'un autre côté, il vaut mieux s'intéresser. C'est mieux pour pas être largué. On passe un peu plus dans le hardware avec tout d'abord un SSD du tonnerre. Franchement, c'est peut-être le meilleur SSD externe que j'ai jamais vu. Déjà des promesses incroyables, une capacité de 16 Tera en disque dur, en SSD externe, un débit allant jusqu'à 2,7 gigaoctets secondes. Petite info en RAID 0, donc RAID 0, c'est-à-dire qu'on fait cohabiter plusieurs disques physiques pour les faire fonctionner ensemble et atteindre ces fameux débits incroyables. Alors, en réalité, on est sur ce boîtier-là, boîtier, vous voyez, qui est avec un revêtement anti-choc caoutchouc. À l'intérieur, vous avez deux comme ça, deux SSD M2 de 8 Tera chacun, qui fonctionnent ensemble, ce qui nous donne une capacité totale de 16 Tera si vous le souhaitez. Mais vous pouvez avoir aussi le choix de ne pas les faire fonctionner ensemble et du coup avoir deux disques différents de 8 Tera, ou même si vous abritez des données sensibles et que vous avez très peur de perdre vos données, vous pouvez utiliser une solution de redondance avec du coup un seul disque de visible de 8 Tera et tout qui est recopié sur le deuxième disque en guise de sécurité. Donc au choix, vous voyez, on a des choix un peu spécifiques et un peu avancés parce qu'on n'est plus sur du matériel professionnel, hein, honnêtement. Qui a besoin d'avoir 16 Tera dans sa poche? Parce que là, c'est vraiment dans la poche, hein, on est sur un SSD externe, même pas un disque dur. Ça pèse pas grand chose et c'est pas très grand. Du coup, pas pour tout le monde. Connectique, il faut de la connectique au top pour pouvoir bénéficier d'un débit maximal. Du coup, on met du Thunderbolt 3. Voilà, comme ça, on ne sera pas limité par la connectique. On sera bien. On pourra aller choper toutes les performances en termes de débit de vos disques. Ça régale. Et du coup, voilà, un tout petit format. Un prix tout aussi élevé que la capacité de stockage. On attend un tarif avoisinant les 2900, on va dire les 3000$ pour cette solution vraiment tournée vers les professionnels. Encore une fois, qui a besoin d'avoir 16 Tera de solution de stockage externe ultra performante? Il y a ça aussi, il y a des gens qui ont besoin d'avoir beaucoup de stockage, pas forcément la recherche de débit hyper important, et dans ce cas-là, vous achetez un disque dur 3,5 pouces, très grande capacité, ça coûte beaucoup moins cher que 3000$, et vous êtes très bien. Non, là c'est pour les gens qui ont besoin de beaucoup d'espace, qui n'ont pas le temps, donc les professionnels, et eux, ils peuvent payer 3000$. D'un point de vue technologique, c'est quand même très intéressant et assez impressionnant. 16 Tera dans votre poche qui peuvent aller jusqu'à 2,7 gigaoctets secondes si vous les faites fonctionner en RAID 0. Donc ça carbure quand même. On rigole zéro là.
On continue avec un boîtier Sharkoon, plutôt intéressant, pas trop dans la veine de ce que nous a habitué Sharkoon. On est ici sur le boîtier Rêve 300 avec voilà, plusieurs petits points atypiques. Premier point, son prix 145 €. Donc on est dans du segment haut de gamme, pas ultra haut de gamme, mais haut de gamme, et vraiment dans le haut de gamme de chez Sharkoon. 145 €, c'est quand même plutôt cher pour les gammes Sharkoon. Mais sinon, on se moque pas de vous. Effectivement, on paye ça un peu cher, mais en termes de compatibilité, on est sur du EATX, donc de l'ATX étendu. On a un vrai grand format ici, hein, et un vrai grand poids ici. Donc on est sur plus de 10 kg. Voilà, on est sur un vrai gros boîtier massif. Il pèsera son poids. Petit point très atypique, on a un châssis à 90 degrés qui est tourné à 90 degrés, ce qui veut dire que les équerres pour votre carte graphique sont ici et la plaque d'entrée-sortie de votre carte mère se retrouve aussi en haut. On va le voir à l'intérieur. Et du coup, on laisse la place à la ventilation avec pas moins de 7 ventilateurs RGB de 120 mm qui sont fournis dans le boîtier pour 145 €, ce qui du coup rend le prix beaucoup plus doux que ce qu'on peut penser. On paye 145 €, mais on a un boîtier qui est grand, massif, compatible avec plein de choses, plus 7 ventilateurs RGB fournis. Donc on voit ici, on a 3 à l'avant, 3 à l'arrière et un haut qu'on ne voit pas. Donc voilà, on a de la place pour tout en vrai. On a de la place pour du stockage avec deux platines 2,5 pouces derrière la carte, derrière la plaque de la carte mère comme d'habitude, plus une autre platine 2,5 ou 3,5 pouces, plus une cage HDD avec un panier 3,5 et un autre compatible 3,5 et 2,5. Donc ça nous fait un total de 5 emplacements pour des disques. Alors pas tous compatibles 3,5 pouces, mais quand même 5 emplacements pour les disques. En termes de water cooling custom, vous pouvez vous régaler. Il est visiblement un peu fait pour ça quand même. Parce qu'on a la place de mettre un radiateur de 420 mm à l'avant. Voilà, 420 comme le Arctic incroyable là qu'on avait vu. Ou 360 à l'arrière. Donc voilà, de quoi vous régaler. Ici, vous voyez les équerres PCI pour votre carte graphique. Et du coup, tout ça sortira en haut. Sous ce filtre, vous avez accès aux connectiques qui derrière ont un passage de câble avec un caoutchouc pour sortir à l'arrière. Donc honnêtement, il fait un peu penser à un tout autre prix bien sûr, mais il fait un peu penser au dernier boîtier Liani qui a été présenté, avec cette grande compatibilité, notamment pour le water cooling, et voilà, des possibilités un peu différentes en termes de config à l'intérieur, avec ici du coup les entrées-sorties en haut. Et surtout beaucoup de ventilateurs fournis, 7 ventilateurs, on les voit ici, 3 là et 1 ici. Après, 7 ventilateurs, c'est beaucoup. C'est beaucoup en termes, ça tout dépendra de la qualité des ventilateurs et tout, mais en termes de bruit, si vous les faites tourner vite, tout ça, il y aura du bruit. 145 €, haut de gamme mais correct, surtout en ayant 7 ventilateurs fournis, et pour le coup plutôt atypique, avec du coup cette petite rotation à 90 degrés de la carte mère qui va du coup mettre les entrées-sorties en haut à la place d'avoir les entrées-sorties à l'arrière, ce qui permet d'avoir du coup plus de ventilateurs, plus d'espace pour les ventilateurs. C'est une autre façon de voir les choses. Et pour le coup, j'aime bien l'idée d'avoir des trucs un peu différents. Après 7 ventilateurs, je trouve que ça fait beaucoup, à voir ce que ça donne en termes de bruit. Vous savez, moi, le bruit... On continue assez rapidement avec un écran qui, sur le papier, est l'écran rêvé pour le gamer compétitif, notamment s'il fait du fast FPS, COD,
CSGO, Valorant par exemple. Ça vous ira très très bien, on est là sur ce qu'il vous faut en termes d'écran. Pas trop grand, pas trop grand. Ça sert à rien d'avoir un écran trop grand, on est ici sur un 24-25 pouces, 24,5 pouces très exactement. Au taux de rafraîchissement, on va jusqu'à 240 Hz, temps de réponse très très bas, ici on nous cale un petit 0,5 millisecondes, pourquoi pas. Bien sûr G-Sync compatible, hein, il faut quand on va chercher les 240 Hz, il vaut mieux avoir la solution qui va adapter ça et qui ne donnera pas de problème. On a bien sûr un beau contraste, un beau HDR, 400, du coup une bonne luminosité, définition Full HD. Pour le gaming compétitif, on va pas chercher plus que du Full HD, on veut de la performance, on veut de la fluidité, on veut pas les graphismes les plus beaux possibles. Si vous jouez à Valorant, vous préférez avoir plus d'images pour pouvoir voir ou tuer plus vite votre adversaire plutôt que de voir les détails sur, je sais pas, sur le skin de l'arme de votre adversaire. Clairement, il y a des choix qui se font et la résolution, on garde une résolution basique et on va chercher plus d'images par seconde. Et le tout à un prix très agressif, effectivement. On est quand même sur un Acer Predator 240 Hz, Full HD bien sûr, G-Sync pour 350 €. Donc vraiment accessible en termes de prix pour quelque chose qui coche toutes les cases de l'écran pour le gamer qui veut devenir pro player, clairement. La petite douille dans tout ça, c'est que du coup, je me suis dit, c'est quand même sacrément abordable. Il est revenu à quelques temps en arrière, un écran 240 Hz, ça valait... voilà, si vous le trouviez à moins de 800 €, c'était une bonne affaire. Du coup, ça paraît quand même incroyable. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver, voire je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé de la version Acer, pas Predator, donc la gamme du dessous, avec tout de même les mêmes caractéristiques, la même taille, Full HD 240 Hz, qui était à 370 €. Et effectivement, ce modèle est parfois référencé à 350, mais rarement en stock à ce prix-là. En tout cas, à 350 €, c'est un très très bon écran pour faire du gaming compétitif. Attention, si votre délire c'est le jeu solo et voilà, vous régalez de graphismes incroyables sur votre écran, ce n'est pas fait pour vous. Ici, on est pour les gens qui recherchent la performance, la fluidité et voilà, avoir le moins de latence possible pour une expérience compétitive de jeu sur un jeu qui est rapide aussi, hein. Si vous jouez de manière compétitive à TFT, par exemple, 240 Hz, ça ne sert à rien du tout. Lorsque vous devez jouer un jeu avec des actions rapides, là vous avez un intérêt, notamment les fast FPS qui eux, voilà, il y a un vrai gap. Mais honnêtement, à 350 €, c'est un très bon écran. On est en plus Acer Predator, donc le segment haut de gamme de chez Acer. Ça peut que vous régaler à ce prix-là, honnêtement, si vous cherchez un écran pour faire du gaming compétitif. Et aussi, dernier petit point, c'est bien d'avoir un écran de 240 Hz, mais il faut aussi le matériel pour vous fournir les 240 images par seconde ou plus. Donc, en général, une bonne carte graphique est fortement recommandée. On continue sur les processeurs et c'est Frandroid qui nous présente ce petit guide tuto pour choisir votre processeur suivant votre utilisation et vos moyens en 2021. J'ai lu l'article en intégralité et j'ai trouvé ça assez intéressant. Des choix que honnêtement je cautionne plutôt bien. On commence par le milieu de gamme. On n'aborde que milieu, haut de gamme et à la fin on aborde un petit peu l'entrée de gamme, mais on n'aborde pas toutes les utilisations. On commence par le milieu de gamme du coup et on nous recommande en premier processeur milieu de gamme, c'est pas vraiment étonnant. On nous recommande le i5 10e génération, le 10400F, donc les i5 qui sont très accessibles
Parce qu'on a aussi les i5 10600K qui eux sont les i5 ++. Là on est sur le 10400F, donc sans partie graphique, sans possibilité d'overclocking. Oui, on est sur un processeur Seeker qui peut atteindre une fréquence de 4,3 GHz, incroyable. Très bon processeur pour du gaming à moindre frais, hein. Vraiment, on est sur des processeurs qui coûtent pas cher, et c'est ça sa plus grande force. Il fera très bien le taf pour du jeu vidéo. Seeker, ça suffit pour 95% des jeux vidéo. On va prendre une marge de sécurité de 5%, mais 95% des jeux vidéo, Seeker, ça fera très bien tourner. Et honnêtement, si c'est juste pour du jeu, ça vous permet d'avoir une config soit pas trop chère, soit mettre un peu plus dans la carte graphique pour plus kiffer, plutôt que mettre plus dans le processeur. La carte graphique pour du jeu vidéo est plus importante que le processeur à partir du moment où vous avez un processeur Seeker. Donc l'avantage de ce processeur Intel 10400F, c'est bien sûr son prix, parce qu'il est disponible à moins de 150 €. Petit point quand même, il faudra une carte graphique en plus, vu que c'est un processeur Intel avec un F à la fin, donc sans partie graphique intégrée. Il faudra obligatoirement rajouter une carte graphique ou alors prendre le i5 10400 qui lui a la partie graphique intégrée. Deuxième choix, on passe chez la concurrence, AMD, et encore là on n'est pas dans les dernières générations. Je vous rappelle qu'on est sur le milieu de gamme, et effectivement les dernières générations sont pas mauvais en termes de performance, mais sont encore très chères, donc un peu compliqué de considérer ça comme du milieu ou de l'entrée de gamme. On est plutôt dans du haut de gamme pour retrouver les dernières générations. Du coup, on vient de faire le i5, on passe au Ryzen 5, voilà l'équivalent, le 3600 ici. Donc on n'est pas sur le plus performant des Ryzen 5 série 3000, mais on est sur quelque chose, encore une fois, qui fera très bien le boulot. Encore une fois, Seeker, une fréquence qui est capable de monter jusqu'à 4,2 GHz en boost. Il sera très bien, il sera plus cher que le i5 qu'on vient de voir. Il sera peut-être un peu plus performant, alors en jeu, peut-être à peine, même si du coup, longtemps on a dit que AMD était derrière en termes de performance en jeu par rapport à Intel. Ce n'est plus le cas à partir de ces Ryzen 3000. Et pour de l'applicatif un peu lourd, il sera probablement un peu meilleur que le Intel. Après, si c'est vraiment le jeu qui vous intéresse, le Intel est moins cher et fera très bien le taf pour du jeu vidéo. Donc ça reste un choix, surtout en termes de budget et d'utilisation. Mais du coup, on se retrouve à un peu moins de 200 € pour ce processeur, alors que celui d'avant est à moins de 150 €. On a un bon 50 € d'écart pour des performances qui seront quand même assez proches, hein. En termes de perf, on n'est pas sur un qui explose l'autre. Celui-là est peut-être un peu plus performant, et encore ça dépend sur quoi. Mais voilà, aller sur les applicatifs lourds, également en jeu, un peu plus cher pour un tarif, enfin une config un peu plus cher, quoi. Ensuite, on passe au haut de gamme, et là, c'est marrant parce qu'on n'a toujours pas de la dernière génération. On passe sur un Ryzen 7, le 3700X, qui est exactement celui que j'aime moi, qui est honnêtement très intéressant parce qu'il a 8 cœurs et il est en général très accessible. En ce moment, il est aux alentours de 250 €, ce qui est quand même pas très cher pour un processeur 8 cœurs qui est du coup très performant. Pour le jeu, pour de l'applicatif plus lourd, on est quand même sur la gamme d'au-dessus, on a 2 cœurs en plus. Il sera plus... on augmente son champ des possibles en ne limitant plus qu'aux jeux vidéo ou à de l'applicatif un peu basique, même si le 3600 peut gérer un peu d'applicatif lourd. Là, on est encore sur la gamme d'au-dessus, et on est sur un top, par exemple, on est sur un top processeur pour streamer, effectivement, parce qu'il permet de jouer et un peu plus, et quand on stream, on a besoin d'un peu plus. Donc, plutôt sympa, et encore une fois, son gros avantage, ce ne sera pas le plus performant des Ryzen 7, même pas des Ryzen 7 3000, encore moins des Ryzen 7 5000, mais il est très
attractif. Alors ici, il est noté à 269 €. Sachez que vous pouvez le trouver à 250. En ce moment, il y avait une promo. Donc voilà, très très intéressant comme processeur, celui que j'ai. Et en plus, voilà, une chauffe maîtrisée, des performances très intéressantes, un prix très correct. Vraiment un très très bon processeur que je vous recommande grandement. Sinon, chez la concurrence, si vous êtes plutôt team bleu, vous avez le i7, encore une fois, pas dernière génération, on va pas chercher le 11e génération, on s'arrête au 10700F. Encore une fois, on prend la version moins chère en enlevant la partie graphique intégrée et en ne prenant pas la version où il y a un K, le K qui explique qu'on peut overclocker et donc dépasser les limites mis d'usine sur le processeur. Il sera à peu près au même prix que le 3700X, un peu plus élevé en général. Voilà, à 290 € on nous dit ici, un peu plus élevé en général pour, honnêtement, pour des performances très très proches. Vraiment très très proches. Voilà, on a un peu plus de fréquence en boost, mais sinon, ça, on est sur quelque chose qui se ressemble à plus ou moins. Vraiment, c'est plutôt est-ce que vous êtes team bleu ou team rouge. C'est un peu plus ça que est-ce que celui-là est plus performant que l'autre. Et forcément, le processeur AMD est un peu moins cher. Si vous voulez absolument avoir quelque chose de dernière génération, on vous propose le Ryzen 5 5600X. On repasse à 6 cœurs. Du coup, en termes de performance, on est quand même sur du très très costaud pour un processeur 6 cœurs. Vraiment très très costaud. En termes de prix, on est aussi un peu élevé, 310 € pour un processeur qui a seulement 6 cœurs. On a vu juste avant le i7, donc qui a 8 cœurs à 290, et le Ryzen 7 3700X qui a aussi 8 cœurs à 250. Donc là, on paye la dernière génération, on paye aussi la performance. Mais c'est peut-être un des meilleurs processeurs pour du gaming, clairement. Après, il n'est pas donné, et honnêtement, si vous voulez quelque chose de plus accessible pour du gaming, on a toujours les i5 400, 10400, 11400, qui sont à des prix bien plus bas et qui sont moins performants, mais suffisamment pour jouer dans des bonnes conditions. Vraiment, son problème à lui, c'est pas ses caractéristiques ou ses performances, c'est son prix. Et après, on a pour les plus budget plus serré et du coup un peu moins gaming, hein, pour le coup, on a un i3 11000, donc 11e génération sans la partie graphique. Alors du coup on passe à 4 cœurs, fréquence de base 3,6 et 4,2 GHz en boost. Là clairement, c'est si vous avez vraiment un budget serré et que le gaming n'est pas votre priorité, parce que clairement on peut être un peu léger pour du gaming, hein, plutôt bureautique ou jeu léger. Par contre, en termes de prix, effectivement, on frappe très fort avec 110 €, ce qui est très intéressant. 110 €, c'est vraiment attractif en termes de prix. Ou sinon, on propose, et ça c'est assez marrant, parce que du coup là on nous propose le i3, donc encore une fois il y a un F, donc pas de partie graphique intégrée, il faudra rajouter une carte graphique dédiée. Et là on nous montre le Ryzen 5 3400G, qui est un APU, donc on a une partie graphique intégrée par AMD. C'est pas vraiment la même chose, hein, pour le coup. Et on est sur quoi comme prix? On est sur du 220 €, mais difficile de comparer. On est encore sur un processeur 4 cœurs, mais avec partie graphique intégrée. Donc un peu difficile de comparer. Un peu cher, hein, tout de même, cet APU d'AMD, sachant que ce n'est pas le dernière génération. Donc voilà, à part pour l'entrée de gamme, effectivement, si vous avez des budgets serrés et que vous voulez pas forcément trop mettre dans vos processeurs, vous avez ici des très bons choix qui répondront à vos besoins et à votre utilisation. On traîne pas parce qu'on n'est pas en avance, mais on se fait quand même plaisir aux yeux. Regardez-moi ce mode incroyable qui a été réalisé par Jeffrey Voss. Voilà, on est sur un desk mode, donc un PC qui a été incorporé dans un bureau, avec ici on voit, hein, le PC, les circuits de water cooling custom,
les ventilateurs Noctua qui du coup se marient très bien avec le bois du bureau. On voit aussi un écran ici, cet écran est réservé au monitoring. On y voit par exemple l'utilitaire MSI pour les cartes graphiques, je reconnais. Donc je trouve un truc vraiment de très bon goût. Je trouve ça vraiment très très beau. Après en termes de config, on est sur des trucs très très vénères avec un i9 extrême. Voilà, 64 Go de RAM. En termes de carte graphique, on n'est pas allé trop violent, seulement une 2080. Par contre, en termes de stockage, toujours plus. Le plus important, c'est pas ce qu'il y a dedans, mais c'est ce que ça fait à vos yeux. Et en vrai, moi j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment très beau et vraiment de très bon goût. Le mariage électronique et bois, il passe très très bien ici. On finit avec la partie carte graphique et on commence avec le FSR, le Fidelity FX Super Résolution, qui est introduit via l'Adrenaline 21.6.1 Beta, qui est le pilote d'AMD. Et du coup, enfin, le début du FSR pour les gens et les premiers tests. Et c'est assez intéressant. Alors, cette news ne nous donne pas les tests. On a une petite news de Frandroid qui nous a permis de voir un peu les différences. Faut savoir dans un premier temps que le FSR est limité aux cartes AMD dans un premier temps. Deuxièmement, tous les tests qu'on voit actuellement popper sur internet sont effectués avec des configs idéales, c'est-à-dire carte graphique AMD dernière génération plus processeur AMD dernière génération, donc RX 6000 plus Ryzen 5000 à noter, et pas les plus bas de gamme, hein, vous imaginez bien. Et dernier point qui est aussi très important, à l'heure actuelle on a très très peu de jeux qui sont compatibles là Day One avec le FSR. Tous les jeux qui sont compatibles Day One avec le FSR ne sont pas compatibles DLSS, donc aucun moyen de comparer frontalement les deux solutions des concurrentielles. Du coup, voilà, on a des tests mais sans moyen de comparaison. Où il y a plein de petits trucs qui sont pas forcément très intéressants. Ça c'est à noter. Pas d'intelligence artificielle ici, pas de matériel dédié pour faire tourner le FSR, c'est à noter, et ça fait des différences. Les cartes graphiques compatibles, je viens de vous dire, hein, les RX 5000 et 6000, et aussi les plus anciennes, RX 500, 480, 470, 460 et RX Vega. Ah ouais, et visiblement c'est aussi le cas des cartes graphiques Nvidia, donc les RTX 3000 et 2000, et aussi les GTX 1000 à essayer du coup. Là on a le nom des titres qui sont compatibles à l'heure actuelle ici, et ceux qui devraient être bientôt compatibles. Et en vrai, du coup, on rappelle le truc du FSR, c'est vous avez différents pré-réglages qui vont du coup de ultra qualité à performance, en passant par qualité équilibrée, j'imagine. Donc qui vous voilà, qui module l'upscale et du coup la, la difficulté, les ressources nécessaires pour calculer les images par votre carte graphique. Et en fait, ce qu'on a, c'est que par exemple, en qualité, on applique un ratio de 2,25, c'est écrit ici, vous voyez, 2,25 pour passer ici en 4K de cette résolution à la résolution 4K qui sera affichée sur votre moniteur. Et en performance, on est sur un facteur de 4. Donc votre carte graphique calcule une image en Full HD et ensuite elle est via la magie du FSR, elle est passée en 4K. Donc pas d'intelligence artificielle, ça pose aussi des problèmes, et en fait la réalité c'est que vous voyez par exemple on a des petits tests ici avec vous voyez, les qualités qui changent, incroyables.
entre l'image native où on a par exemple des gros détails ici, j'avais pointé mon écran. Vous voyez au-dessus du personnage, on a des détails et quand on passe en mode performance, on n'a pas exactement les mêmes détails. Pareil au niveau des couleurs, ce genre de trucs. Et en fait, on se rend compte que, voilà, là, effectivement, on passe sur quelque chose de plus simple à calculer pour notre machine, mais d'un autre côté, on perd en qualité aussi là où le DLSS a réussi par la magie de l'intelligence artificielle à nous donner l'impression qu'on est aussi beau qu'en qualité native, qu'en résolution native, et alors qu'en vrai, ben, on calcule, on fait apparaître une image qui est upscale. Encore une fois, on est au tout début, on a seulement des tests sur des jeux qui sont très peu nombreux, qui ne sont pas compatibles DLSS, donc pas moyen de comparer directement. Et on voit que... Ah si, quand même, on voit que sur les GTX, il y a un truc aussi. Mais en général, il faut quand même noter, malgré tout l'intérêt que les gens peuvent porter sur ce FSR, on est sur quelque chose d'intéressant, mais on sacrifie réellement la qualité pour la performance, là où le DLSS, magie de l'intelligence artificielle, on sacrifie à peine la qualité pour la performance. Donc avoir sur plus de titres et pouvoir affronter frontalement les deux solutions, ça ce sera intéressant, mais pas tout de suite. En tout cas, j'ai hâte d'avoir... voilà, en plus on est sur le début, la première version, ça va être amélioré tout ça. J'ai hâte aussi de le voir débarquer sur les consoles. On attend beaucoup sur les consoles. Mais ce qui est le vrai point fou du FSR, c'est sa compatibilité, son potentiel avec tout. Là où le DLSS, vu qu'il s'appuie sur du matériel dédié, c'est beaucoup plus compliqué. Bien sûr, AMD sort le FSR, Nvidia communique sur son DLSS en ajoutant toujours plus de jeux compatibles au DLSS, incroyable, et en exprimant que voilà, il y en aurait de plus en plus. On est à près de 55 jeux compatibles DLSS. En plus, on ajoute des moteurs graphiques directement compatibles avec Unreal Engine et Unity, ainsi que Proton pour Linux. Donc voilà, le DLSS a aussi des bons jours hein, devant lui. Le seul problème, c'est que le DLSS, c'est la solution du riche, parce qu'il faut du matériel plutôt dernière génération qui comporte ces fameux cœurs dédiés. Donc un peu plus compliqué. On finit avec les cartes graphiques. Hop, petite actualisation et on traîne pas. Du coup, aujourd'hui, les moins chers, c'est les 6700 XT. On a plus les cartes d'avant. La carte la moins chère pour du gaming est à 870 €. Même si les 6700 XT ont un peu baissé, ça reste encore très cher. Donc on a une Power Color, on a une Gigabyte qui passe du coup à 920, une Asus à 930. Les ASRock qui ont bien baissé mais qui sont encore plutôt très chers, 970 et 1050. Ensuite on a une 6800 XT de chez ASRock à 1280. Elle a pris la place de la 6700 XT qui était à ce même prix hein, d'ailleurs. La moins chère des 3080, la Asus Gundam à 1600 €. Et ensuite, la moins chère des 3080 Ti, incroyable, qui est à 1680, donc seulement 80 € plus cher que la 3080. Peu étonnant. Et après, bien sûr, on en a toujours plus et toujours plus cher. La moins chère des 6900 XT, c'est toujours la Saphir Nitro Plus à 1770. Et on a même des 3090. Hein. On a des 3090 à partir de 2220. Bien sûr, les plus chers vont très haut, hein, 2900 pour la 3090 Asus Gundam, qui est très jolie, mais aussi très très chère. Plus de références disponibles, ça fait plaisir. On voit qu'on est quand même sur des références plutôt haut de gamme, très haut de gamme, en majorité. Et encore une fois, la moins chère des cartes gaming est à 870 €, ce qui est très cher. Mais déjà, il y a plus de modèles disponibles, ce qui va normalement faire chuter les prix petit à petit. Et ça me fait très plaisir. J'attends la chute des prix dans les jours à venir et aussi le retour des cartes
plus accessibles, des cartes à moins de 800 euros, à moins de 500 euros, j'aimerais beaucoup. J'attends de voir ça avec impatience. Ceci conclut notre point actu hardware du jour. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris des trucs. Comme d'habitude, je vous invite à faire des retours, c'est ce qui m'aide à progresser. Et je vous invite aussi à revenir demain pour la suite de l'actualité. En tout cas, merci d'avoir été là et à demain.